Mes parents sont venus, mon père est venu en 1922 et ma mère en 1924. Ils sont venus en France sous contrat. Tout de suite après la Première Guerre mondiale, il y avait des délégations françaises qui étaient parties en Pologne pour chercher de la main-d'œuvre pour remplacer tous ceux qui étaient morts à Verdun et dans toutes les batailles de France. Je suis né le 5 avril 1926 à Lyon 2e. Alors, comme je l'ai dit, j'ai eu une jeunesse, enfin disons, très agréable. À l'école, j'apprenais bien. J'ai sauté plusieurs classes. En 1937, je suis rentré au lycée du Parc, que j'ai quitté seulement en 1942. Tout allait très bien jusqu'en 1939, jusqu'à la guerre. L'école primaire, pas l'école primaire, plutôt les classes de lycée avaient commencé cette année-là le 5 octobre. Et la guerre avait déjà été déclarée par la France. Beaucoup d'élèves de ma classe m'ont dit « sale polonais, à cause de toi, mon père est obligé d'aller à la guerre ». Et puis, à cette époque, depuis 40-41, il y avait une résistance polonaise passive qui s'était créée à Lyon, qui s'appelait POWN Monika. Et ces gens-là avaient des contacts directs avec Londres et ils transmettaient des messages. Et un beau jour, ils m'ont dit « Écoute, Édouard, voilà une lettre, une enveloppe. Il n'y avait ni nom, ni adresse, ni rien du tout. Une enveloppe cachetée. Il me disait il vous fait aller. Tu vas, je donne un exemple, tu vas à 3 rue Cuvier, au 2e étage, 3e porte à gauche. Tu frappes 3 fois, tu comptes jusqu'à 3. Tu frappes 2 fois, tu comptes jusqu'à 2. Tu frappes une fois, et si on t'ouvre, tu donnes la lettre. » Alors j'ai transmis ces messages jusqu'en disons fin septembre 42. Mes parents ont appris qu'il y avait un lycée polonais qui était à Villard-de-Lans. Tous les professeurs qu'on avait, c'était tous des gens très instruits. Je prends le directeur, fondateur du lycée, Zygmunt Zaleski, qui était professeur, illustre professeur à la Sorbonne. Godleski, qui était son adjoint, Wacław Godleski, était professeur à l'université de Lille. Alors, au lycée, il ne faut pas oublier que c'était la guerre. Les temps étaient durs, les jeunes avaient toujours faim. Je peux dire que j'ai eu faim pendant toute la guerre, malgré que ma mère à Lyon, elle faisait du marché noir avec des tickets de pain pour avoir un peu plus de pain, un peu plus de viande, etc. À Villars, eh bien, c'était un peu la même chose. Alors, nous avions une dame qu'on appelait la mama, Madame Gosteinska, qui s'occupait de l'intendance. Elle avait loué une ferme et les élèves travaillaient dans cette ferme. On avait des pommes de terre, on avait un peu pas mal de légumes pour le lycée, mais ce n'était pas suffisant. On commençait le matin à 8h. Après, on appelait ça un deuxième petit déjeuner sur le coup des 10h. On avait un petit bout de pain avec un petit bout de fromage ou autre chose pour tenir le coup jusqu'à 2h. Et puis à 2h, on mangeait et on était libre dans l'après-midi pour faire nos devoirs, etc. Et c'est là où on en profitait, par exemple, en hiver, d'aller faire du ski ou du patin à glace. Il ne faut pas oublier aussi une chose, que Villars, ça a été le tremplin de beaucoup d'élèves qui sont partis en Angleterre.
Ils sont partis, je ne sais pas, je sais pas le chiffre en tête maintenant, mais doit y avoir autour de 90 élèves hein, et qui sont partis en Angleterre par les Pyrénées. Et le seul point d'appui de la résistance polonaise était le lycée, parce qu'ils pouvaient se mélanger avec les élèves, etc. Ils passaient plus inaperçus. Et c'est comme ça que mon professeur de polonais, Śmigrodzki, qui était le chef de la POWN Monika à Villars, est parti. Mon professeur de maths, Skraba, est parti aussi. Et beaucoup d'élèves sont partis les uns après les autres par la même filière. Et il y a eu le débarquement du 6 juin. Et la résistance française s'est mobilisée. Et surtout dans le Vercors. Mobilisation générale. Et les Allemands, évidemment, regardaient ça d'un sale œil. Hein. Et les Allemands ont voulu déjà s'incruster dans le Vercors, en commençant par Saint-Nizier. À Villars, ça devait être autour du 16 juin, je crois. À Villars, ils étaient tout étonnés, enfin l'officier allemand était tout étonné qu'il y avait un lycée polonais. Alors, il a embarqué, si on veut, si on peut employer ce mot, il a embarqué le directeur, enfin par intérim, M. Berrière, tous les professeurs, et à la mairie de Villars, ils en ont fait une commande à tour. Ils ont posé des questions sur le lycée, sur les résistants et tout ça, les accointances du lycée avec la résistance. Ils ont posé beaucoup de questions. Et ils nous ont fait sortir dehors, dans la cour, devant l'hôtel, tous les élèves, en rang. Et ils ont tous, on devait tous avoir nos papiers avec nous. Ils regardaient les papiers, regardaient si on était bien, si c'était bien la personne en question. Et il y avait une autre équipe allemande qui fouillait l'hôtel pour voir s'il y avait des armes. Les matelas, les placards, tout avait été fouillé. Et heureusement, grâce à notre directeur, les armes étaient camouflées ailleurs. Et on est resté comme ça jusqu'au soir. Et de là, on somme un peu la paix jusqu'au mois de juillet. Yves Farge, qui était commissaire dans la résistance, nous a tous réunis le dimanche 16 juillet. Toute la population de Villars a été réunie sur la place. Alors, nous, jeunes, enfin disons, Zorro, on se sentait à l'aise, on disait on va aller dans la résistance, maintenant on sera des vrais soldats. Mais les profs, et il y avait entre autres notre professeur de latin, il venait d'avoir des jumeaux, il avait 3 enfants, il disait mais moi je suis père de famille, je ne peux pas aller dans la résistance. Alors quand on est arrivé à Vassieux, les chefs nous ont divisés en 3 groupes. Il y en a certains qui ont été affectés au ramassage des conteneurs. Il y en a d'autres qui ont été affectés à la découverte des morts. On ne savait pas s'il y avait des morts dans les ruines des maisons qui avaient été bombardées. Et puis enterrer le bétail. Et le 3e groupe a été affecté à boucher les trous que les Allemands avaient fait avec leurs bombes. Parce que sur ce terrain, quand on nous avait envoyé à Vassieux, ça devait être une aire d'atterrissage pour les avions alliés. Le 20 au soir, les travaux étaient pratiquement terminés.
Alors, le 21 au matin, quand je me suis levé, il y a le cuisinier que je connaissais depuis là, m'a appelé. Tout d'un coup, on entend des bruits d'avions. Oh, 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 et des avions qui venaient du sud. Quand les premiers avions arrivent, c'est-à-dire les chasseurs, ils tiraient de partout tout ce qui bougeait. Pendant ce temps, les bombardiers ont lancé leurs bombes et les planeurs ont commencé à descendre. Après, quand j'ai vu atterrir ce planeur, et puis j'ai vu ces para-allemands sortir comme des ressorts de ce planeur, j'ai suivi Madame Ange-Albert qui m'a montré le chemin pour aller par un tout petit sentier de chèvres à la grotte des Poyettes qui devait servir de poste de premier secours en cas d'urgence. Alors, à la grotte des Poyettes, tant que les Allemands tiraient, on se sentait un peu soulagé. C'est-à-dire que ça voulait dire que les maquisards attaquaient et contre-attaquaient. Sur le coup des 23h, 23h30, c'est-à-dire 11h, 11h30 du soir, on a décidé de tous partir ensemble. Et comme c'était un terrain un peu en pente, tu l'as vu d'ailleurs, eh bien, je ne sais pas qui c'est qui a touché une planche. La planche a fait débarrouler des pierres. Un bruit infernal dans cette nuit. Et puis alors, quand il a plu, la résonance est encore plus forte. Tout de suite, on a eu la chance d'arriver juste à un champ de blé qui était pas loin, à quelques mètres de cette grotte. On a juste eu le temps de se camoufler dans ce champ de blé, qu'une fusée sortant du côté de l'église est montée comme un point, dans le ciel. Tout d'un coup, une clarté, on serait cru en plein jour. Et les mitrailleuses, la mitrailleuse au-dessus de nous, la mitrailleuse ne sachant pas où on était, la mitrailleuse du côté de l'église, on commençait à balayer, le champ de blé. Et puis j'ai vadrouillé comme ça, malheureusement, toute la nuit dans cette forêt. Arrivé le matin, je vois une ferme. Comme je grelottais, j'étais complètement mouillé. Je me suis mis dans le foin. Et puis en partant dans la direction de Saint-Aignan, je vois une ferme allumée, éclairée, parce que comme je disais, c'était déjà 6h30 du soir. Et puis je regarde par la fenêtre, qu'est-ce que je vois? Madame Ange-Albert, Monsieur Ange-Albert, le docteur Brunel, les père et fils Trial, attablés, en train de manger, bien tranquillement. Et moi qui n'avais pas mangé depuis un jour et demi, j'avais l'estomac dans les talons. Je rentre dans la ferme, alors gros bisous à droite, à gauche. Bon, et puis elle me dit, t'as faim? Je dis bien sûr que j'ai faim. Le 23 au matin, on va à la grotte de la Luire. Dans l'après-midi, il y a une sentinelle qui arrive en courant. Elle était voir le docteur Ganymède, qui était le chef, de cet hôpital. Et il dit, les Allemands sont en train de franchir les pas. Les pas, c'est-à-dire les cols tout autour, de la grotte de la Luire. Et il faut partir parce que d'un moment à l'autre, ils risquent de venir. Le docteur Ganymède, la première des choses qu'il a dit, tous ceux qui sont valides, tous ceux qui peuvent marcher, faut qu'ils partent. Il faut qu'ils partent, de l'hôpital. Peuvent rester que ceux qui sont blessés graves. À 4 errer dans cette forêt pendant 4 jours et demi, sans manger et sans boire surtout. Alors j'avais emporté une boîte de conserve de thon. On a mangé ces thons, on avait encore plus soif qu'avant. Alors c'était vraiment pénible pour nous. Au bout de 4 jours et demi, on est sorti de cette forêt. Et les gens étaient du pays, ils n'étaient pas loin de leur botte, Saint-Laurent. Eux, ils sont rentrés chez eux. Et moi, je me suis trouvé tout seul. Et il y en a un, il a dit, du moment que tu nous as aidés à manger, le peu que tu avais, tu nous l'as donné sans contrainte. Eh bien, ils m'ont trouvé une ferme où il y avait 2 bœufs.
puis il fallait que j'aille chercher du pain à Saint-Laurent. En cherchant du pain, j'ai vu une affiche, on cherchait des volontaires pour enterrer les morts à Vassieux-en-Vercors. Je me suis dit, là personne ne me connaît. Je me suis présenté à la mairie. Quand on est arrivé à Vassieux, des cadavres de partout, du bétail tué de partout, et tout ça, il fallait tout enterrer. Où j'ai reconnu mes camarades de classe. J'avais un carnet sur moi, j'ai marqué si celui-là s'appelle Zglinski, celui-là s'appelle Dellinger, celui-là s'appelle Novak, celui-là s'appelle Pavoski, etc. Et j'ai trouvé un de mes copains aussi dans un champ de pommes de terre. Quand j'ai été chercher ma solde de FFI, j'ai appris qu'il y avait une armée polonaise qui se formait à Paris. Alors je me suis enrôlé à Grenoble avec mon ami Libert qui était avec moi à Vassieux. Et on me dit, de toute façon, tu pars en Angleterre et en Angleterre on te dira ce qu'il faut faire. Et on est parti au mois de décembre en Angleterre. Et j'ai été démobilisé seulement en 1947. Arrivé en France, on m'a considéré comme étranger, malgré que j'étais né en France. Étant donné que mes parents étaient polonais, eh bien, on m'a considéré comme polonais. J'ai eu ma nationalité française seulement en 1959. Alors, quand je suis revenu, évidemment, comme je parlais couramment le polonais et le français, eh bien, les anciens combattants m'ont tout de suite pris comme secrétaire général. Et je tenais absolument à ce qu'on parle des Villardiens aussi, étant donné qu'ils ont quand même été à Vassieux, ils étaient dans le Vercors, etc. Et alors j'ai fait partie de plusieurs associations, entre autres des associations d'anciens combattants polonais, de résistants français, des pionniers du Vercors, et puis d'associations culturelles.